bonjour tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus à cette édition d'Officine Plus. Et donc, pour notre thématique aujourd'hui, ça va être sur les erreurs médicamenteuses, donc les erreurs médicamenteuses d'une manière générale. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir nos deux amis qui sont des professeurs, d'abord des pharmaciennes cliniciennes, professeurs enseignantes. Je vais les présenter avant de leur donner la parole. Ils vont faire cette présentation à deux. Donc, vous aurez quand même l'expérience de deux enseignants. C'est important. Donc, les erreurs, donc il va y avoir une présentation sur toutes les erreurs médicamenteuses qu'on peut trouver, mais pour le moment, ça va être surtout au niveau officinal. Donc, quelles sont les causes? C'est pour qu'on puisse les gérer. Donc, à chaque fois qu'on trouve les causes, c'est-à-dire les risques, il y a une manière de gérer les risques. Comment le faire? De toute façon, vous êtes dans la pratique courante. Vous savez très bien déjà quels sont les types d'erreurs que vous allez voir. Alors, tout ça, c'est dans le but d'améliorer la sécurité du patient. Donc, avant de donner la parole à mes deux amis, c'est le professeur Aïcha Chaibi, qui est pharmacienne de formation, donc docteur en pharmacie à Marseille. Et après, donc, elle a fait pharmacie clinique. Et c'était en 2016 que tu es rentrée au Maroc, pharmacienne clinicienne. Enseignante à la faculté de pharmacie à Rabat. Et elle est également présidente et fondatrice d'une association de la pharmacie clinique, MCCP, dont évidemment professeur Amel est la vice-présidente. Et moi, je suis la trésorière. Donc, c'est moi qui gère tout l'argent. Et donc, on fait beaucoup d'activités pour les pharmaciens d'officine et pour les pharmaciens hospitaliers. Donc, la dernière qu'on a faite, c'est tout ce qui est insulinothérapie. Et là, on a eu beaucoup de demandes. Donc, c'était surtout des cas pratiques, comment utiliser et comment suivre le patient qui est sous insuline. Et on aura le prochain, ça va être sur l'antibiothérapie et la résistance. C'est ça. Voilà, donc, et après, ça va être professeur Amel Alaoui Mrani, qui est également pharmacienne, docteur en pharmacie et enseignante à la pharmacie. Elle, c'est à la faculté de pharmacie à Casablanca. Et professeur Aïcha à Rabat. Donc, elle est vice-présidente, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la MCCP. Et elle a mené plusieurs travaux, et surtout dans la gériatrie. D'accord ? Donc, voilà, je donne d'abord la parole à professeur Aïcha Chaibi et après, ça va être en alternance avec professeur Amel. Alors, quand on parle d'erreurs médicamenteuses, on parle de iatrogénie. Alors, la iatrogénie, est-ce que vous connaissez cette terminologie? Hein? Alors, la iatrogénie, effectivement, c'est l'ensemble des événements indésirables qui sont imputables aux médicaments. C'est tout ce qui est accident lié aux médicaments. Et en fait, un mot sur les chiffres, parce que la iatrogénie, c'est un problème de santé publique au niveau mondial. D'accord? Donc, en fait, les premiers travaux qui ont un petit peu réveillé la conscience des professionnels de santé sur la iatrogénie datent des années 2000, avec la publication d'un rapport aux États-Unis sur la iatrogénie, to err is human, c'est-à-dire l'erreur est humaine, mais maintenant il faut qu'on prenne en charge cette problématique. Donc il faut savoir que en ambulatoire, c'est à peu près 2% des consultations en ambulatoire, d'accord? Jusqu'à 10%, voire plus d'hospitalisation. Quand les gens ils viennent à l'hôpital aux urgences, en fait, eh ben, on a 10 à 20% de ces patients-là qui viennent en fait, pour des problèmes liés aux médicaments. Ces problèmes-là, cette iatrogénie-là, elle est responsable d'une prolongation de durée d'hospitalisation, que ce soit même à l'intérieur de l'hôpital. Si on fait une erreur, un truc comme ça, elle peut prolonger la durée de séjour du patient. Elle peut justement provoquer un effet indésirable grave pour le patient qui peut aller jusqu'au décès du patient. C'est la 4e cause de décès aux États-Unis et bien avant les accidents de la route. D'accord? Oui. Donc, c'est 100 000 à 200 000 décès par an aux États-Unis. Malheureusement, au Maroc, nous n'avons pas de chiffres. Ça doit être autour aussi parce qu'on voit qu'au quotidien, elle est présente, l'erreur médicamenteuse, mais malheureusement, on n'a pas de chiffres. Ce qu'il faut savoir et ce qui caractérise l'erreur médicamenteuse, c'est que de 30 jusqu'à 70% de l'erreur est évitable. Sont évitables, ouais. Et
Et l'erreur, elle a un coût. C'est pour ça qu'au niveau mondial, tout le monde s'intéresse à l'erreur médicamenteuse parce qu'il faut réduire. Quand on réduit l'erreur, eh ben, on va gagner de l'argent. Enfin, on ne va pas mettre tout cet argent-là en fait, à éviter justement l'erreur. Alors, cette iatrogénie médicamenteuse, elle se manifeste, on va dire, de deux manières. Soit elle est inévitable, c'est l'effet indésirable qui est décrit dans le RCP. D'accord? Donc, ces effets indésirables, on les connaît. Donc, on essaie de gérer le médicament en fonction. Donc, voilà, donc on sait qu'on regarde d'abord le RCP quand il y a un événement ou un symptôme. On va se dire, est-ce que c'est lié au médicament? Il est décrit. Ou alors, c'est une erreur médicamenteuse. D'accord? Alors, c'est quoi la définition d'une erreur médicamenteuse? C'est l'omission ou la réalisation non intentionnelle. D'accord? Donc, ce n'est pas fait exprès. C'est non intentionnel d'un acte au cours du processus de soin qui implique un médicament et qui peut être à l'origine d'un événement indésirable pour le patient, qui peut être voilà, modéré ou grave. Donc l'erreur médicamenteuse, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est évitable, d'accord, et elle est non intentionnelle. On peut classer l'erreur. Alors, en ce moment, on va dire qu'il y a toute une science autour de l'erreur médicamenteuse. On ne va pas rentrer trop dans les profondeurs, mais en tout cas, juste quelques éléments qui vous permettent de voir un petit peu comment on peut gérer ces erreurs-là. L'erreur médicamenteuse, elle peut être avérée, d'accord? C'est-à-dire que le médicament a été administré au patient avec ou sans préjudice pour le patient, d'accord? Mais l'erreur, elle a eu lieu, elle a suivi son chemin, le médicament a été administré, et en fait, donc le patient, il a eu en fait le médicament erroné. Elle est potentielle. L'erreur potentielle, ça veut dire quoi? C'est qu'elle a été interceptée, soit par le pharmacien au moment de la dispensation et de l'analyse de l'ordonnance, soit par l'infirmière avant l'administration, soit par l'entourage. Et l'erreur latente. Alors l'erreur latente, c'est le near miss en anglais, c'est-à-dire qu'il y a une situation, d'accord, qui en fait, elle est là, mais elle peut provoquer l'erreur. On va voir ces situations-là qui sont au quotidien, qui peuvent induire justement l'erreur. Alors, l'erreur médicamenteuse, justement, il faut savoir qu'il y a certains paramètres qu'il faut surveiller. La situation particulière, des médicaments particuliers et une population particulière. Alors, les situations à risque. Les situations à risque, lesquelles, en fait, qui peuvent justement engendrer, aboutir à une erreur. C'est la confusion entre les médicaments. Donc, on va voir des cas justement cliniques, on va voir cette confusion, comment on peut la prévenir. La confusion entre les voies d'administration. D'accord? Donc ça, c'est IV et IM, même par voie orale, voie rectale, enfin bref. En tout cas, voilà, la voie d'administration, il faut... le stockage des médicaments, ça aussi, on va faire un point tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est important pour nous, les pharmaciens. Et le traitement personnel des patients, bon, parce que le patient, il prend aussi son traitement à côté. Est-ce qu'on est au courant de tout ce qu'il prend quand il arrive en officine, je ne sais pas. Est-ce qu'il prend tous ses médicaments chez nous? Il prend le soir, avec confusion. Voilà. Et l'interruption des tâches en officine ou ailleurs, ça a été acté quand on est en train de faire quelque chose, quelqu'un qui nous interrompt, un téléphone qui sonne, un patient qui rentre, et ben, du coup, ça perturbe la concentration et en fait la dispensation qu'on est en train de faire. Ou la préparation de médicaments. Les nouveaux médicaments, ça aussi, en fait, on ne les connaît pas, on n'a pas de recul, donc il faut aussi les suivre. Les médicaments à risque ou les médicaments à haut risque. Donc ça aussi, pareil, aux États-Unis ou au Canada, maintenant, il y a des listes de médicaments à risque ou à haut risque. Quels sont ces médicaments? Eh bien, c'est les médicaments qui peuvent entraîner un risque plus élevé, en fait, qui ont un risque de causer un dommage grave aux patients plus élevé par rapport aux autres médicaments. D'accord? Donc, ces médicaments-là, ce qu'on appelle les MHR, les médicaments à haut risque, c'est les médicaments notamment à marge thérapeutique étroite, que vous connaissez, ou alors les médicaments inhabituels, on n'a pas l'habitude de les gérer. D'accord? Donc, il y a l'insuline, les anticoagulants oraux ou injectables, les morphiniques, les anticancéreux, le fer injectable. Il y a plusieurs médicaments. Et ça, en fait, même au niveau international, chaque pharmacien, chaque établissement, chaque officine doit déterminer sa liste. D'accord? En fonction des situations, en fonction de ce que vous dispensez, en fait, on doit déterminer sa liste, qu'elle doit être connue. Et donc, ces médicaments-là nécessitent en fait une attention et une vigilance double au moment de la prescription, de la dispensation, du stockage, de l'administration, voire même du suivi thérapeutique de ce médicament. Les populations à risque, et là,
aussi, le pharmacien doit être très vigilant par rapport à la population à risque. Quelles sont ces populations à risque? Eh bien, on a les sujets jeunes, les prématurés, les nouveau-nés, les enfants, d'accord? Donc, il faut être très vigilant parce que ce n'est pas les mêmes dosages, ce n'est pas la même voie d'administration. Les femmes enceintes, d'accord? Toujours avoir le réflexe de poser la question. Est-ce que la femme, elle est sous contraception? Est-ce qu'elle est enceinte? Avant de dispenser un médicament qui peut être fatal, surtout le premier trimestre de grossesse. Les personnes âgées, c'est compliqué parce que vous savez que, en fait, souvent, ils sont des comprimés à couper, d'accord? Mais sauf que nous n'avons pas au Maroc Si, les petits... maintenant, on les a. On les a Ouais, ça y pour est. couper d'une manière nette, Mm. parce que là, je pense précisément aux AVK, par exemple, Mm. quand on donne le quart du médicament, et ben le quart, je ne sais pas comment, moi j'ai vu pas mal de patients, Non, il y en a, c'est disponible. voilà. Il y a des grands quarts et des petits quarts, d'accord? Donc voilà, il y a la durée de traitement qui est souvent trop longue pour les personnes âgées et qui est rarement évaluée, le bénéfice-risque, d'accord? Je pense notamment aux benzodiazépines. On peut mettre un patient sous benzodiazépine et on l'oublie. Et en fait, ben non, parce qu'il y a aussi des conséquences pour cette population. Et puis les posos qui ne sont pas adaptés. Les insuffisants rénaux, ça aussi c'est un risque, c'est une population à risque parce qu'il faut adapter la posologie. Les insuffisants hépatiques, en tout cas voilà. Donc il faut être vigilant et il faut se dire voilà, quelle est la population qui passe dans mon officine. Donc voilà, donc ça c'était un bref rappel, d'accord, juste pour une petite mise en bouche par rapport aux erreurs médicamenteuses. Et là, nous allons attaquer quelques cas cliniques que nous allons discuter ensemble et la suite sera prise par ma collègue. Alors, merci beaucoup, Aïcha. Alors, ensemble, on va répondre à la question suivante. Comment identifier et gérer... Je vous laisse passer d'abord. Je m'excuse. Donc, comment gérer et comment identifier et gérer les erreurs médicamenteuses, bien sûr, en officine. C'est une question qui peut prendre un atelier de plusieurs jours. Donc, on va essayer vraiment ensemble de ramener les éléments clés ou les plus importants. D'accord? Et bien sûr, c'est un atelier qui est interactif et vous pourrez intervenir quand vous voudrez. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, tout d'abord, il faut savoir que l'erreur médicamenteuse, elle peut arriver durant tout le circuit de soins. Donc, à chaque étape. Les étapes les plus importantes, c'est la prescription. Donc, on peut avoir des erreurs de prescription, des erreurs de dispensation et des erreurs d'administration. Et ce qui est intéressant dans un environnement officinal ou en pharmacie d'officine, c'est qu'on peut rencontrer tous ces types d'erreurs. Parce que c'est au niveau de la pharmacie d'officine qu'on va pouvoir intercepter les erreurs de prescription, de dispensation aussi bien sûr. Et puis parfois même, quand on a un retour du patient, on peut avoir ou intercepter des erreurs d'administration. D'accord? Donc sur cette base-là, ce que je vous propose, c'est qu'on a collecté avec professeur Chaibi des cas qui sont réels, donc des cas de comptoir qu'on a juste un petit peu modifiés pour des buts pédagogiques, mais on va se baser sur ces cas-là pour gérer ou pour ramener des éléments de réponse par rapport à l'identification et la gestion de ces erreurs-là. D'accord? Donc on commence avec le premier cas. C'est un patient de 67 ans qui se présente avec l'ordonnance suivante, donc du Lasix, du furosémide, 40 mg, un comprimé par jour. Non, déjà. Non. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici, clairement? Donc, on sait que c'est un patient de 67 ans. On a besoin de connaître d'abord l'indication, exactement. Donc, le pharmacien, clairement, ici, il a posé la question, c'est quoi l'indication de ce traitement? Et la réponse, c'était des œdèmes. Donc, voilà, des œdèmes des membres inférieurs. Donc là, c'est un peu plus clair, mais on ne voit pas encore qu'il y a une erreur. D'accord? Est-ce qu'on a besoin de poser d'autres questions dans ce cas-là? Quelle est la tension? Est-ce qu'il prend d'autres médicaments? Est-ce qu'il a d'autres pathologies? D'accord? Donc clairement, ce sont les questions qui vont être posées par le pharmacien. Et donc, la réponse était que le patient est hypertendu. Donc le patient a une HTA, il est traité par de l'amlodipine, donc c'est un sujet âgé, il est traité par un inhibiteur calcique et sa dose a récemment été augmentée, modifiée. Il était à 7,5 mg, il est maintenant à 10 mg. D'accord? Il n'a pas d'insuffisance cardiaque ni d'insuffisance rénale. L'effet indésirable de l'amlodipine. Très bien. Donc le patient, si on dit qu'il n'a pas d'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, donc ce n'est pas des œdèmes d'origine cardiaque
ou rénal, c'est l'effet indésirable de l'amlodipine, clairement ici. Donc l'amlodipine qui par dilatation des artérioles précapillaires, elle va entraîner une fuite de l'eau au niveau de l'espace interstitiel. Et on va avoir ces œdèmes-là. D'accord? Donc le furosémide ici, est-ce qu'il est indiqué ou pas? Non, normalement. Normalement, non. Il n'agit pas, bien sûr, il n'agit pas sur ces types d'erreurs. Donc clairement ici, on a une erreur de prescription. D'accord? C'est ce qu'on appelle, ce que vous connaissez ce terme-là, cascade médicamenteuse. Est-ce que vous imaginez ce que c'est qu'une cascade médicamenteuse? Très bien, c'est un médicament, c'est une cascade. Donc on a le premier médicament qui est ici l'amlodipine, qui va entraîner un effet secondaire, donc les œdèmes des membres inférieurs, et qu'on va à tort prendre comme un symptôme, d'accord, un nouveau symptôme, et traiter par un autre médicament. Et on a plusieurs types de ces cascades médicamenteuses. Donc c'est une erreur, ça s'appelle, c'est de l'overprescribing, c'est une surprescription. D'accord? Et donc est-ce que vous connaissez d'autres exemples? Je vais en citer quelques-uns rapidement. On a par exemple le syndrome extrapyramidal des neuroleptiques, qui parfois peut être surtout, en fait les cascades médicamenteuses, on va les retrouver surtout chez les sujets âgés. D'accord? Donc qui va être pris comme maladie de Parkinson et donc être traité par un antiparkinsonien. On a dans la maladie d'Alzheimer les inhibiteurs de cholinestérase qui peuvent donner une hyperactivité vésicale qui va être traitée donc par la suite par des anticholinergiques. D'accord? Il y a aussi une cascade que vous connaissez tous, la toux sous IEC par exemple. D'accord? Ça c'est clairement, et c'est des choses qui sont très fréquentes en pratique. C'est la toux sous IEC qui parfois peut être prise comme une nouvelle pathologie et être traitée par un antitussif, d'accord? Pour certains médecins. Généralement, c'est connu comme effet indésirable, mais parfois, on peut avoir ça. D'accord? Donc ça, pour cette cascade médicamenteuse, donc on va voir comment, dans ce cas-là, comment on va pouvoir prévenir, identifier et gérer. Donc d'abord, pour prévenir, particulièrement dans ce cas-là, la première des choses, bien sûr, ici, on se situe toujours au niveau de la pharmacie d'officine. D'accord? Donc, pour prévenir, d'abord, la première étape, c'est pour la première prescription. Donc, quand on est déjà à l'étape 1 de médicament 1, à l'amlodipine, il faut expliquer les effets indésirables aux patients. C'est toujours évident de leur expliquer Mais il faut le faire. Non, il faut juste leur dire, si vous avez un problème, revenez me voir. Oui. Parce que le fait de leur dire, ça leur fait peur. Et des fois, ils ne prennent pas le médicament. Ça, oui, écoutez, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on a de l'expérience dans ce cas-là. Il faut, et c'est ce que je dis même aux internes ou aux étudiants, c'est que quand on explique, par exemple pour les AVK, on est obligé d'expliquer l'effet indésirable. Mais si on explique clairement, ce médicament va vous donner des hémorragies, le patient ne va pas prendre son traitement. Exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on explique le bénéfice et l'effet indésirable. D'accord? C'est la technique. Mais là, après, ça va dépendre. Je sais que même avec le temps, vous ne pourrez pas... Par exemple. Oui, clairement, mais c'est un effet qui est quand même assez fréquent. Mais on va pas. Mais vous voyez que là, ça peut engendrer. Donc, si on ne laisse pas, le patient ne connaît pas les effets indésirables importants et surtout ceux qui sont impliqués dans les cascades, on peut revenir avec une surprescription par la suite. D'accord? Donc, juste, si vous dites, si vous avez un problème, revenez. Mais parfois, pour eux, l'œdème ne va pas avoir une relation avec son traitement. D'accord? Donc, c'est bien pour certains cas. Après, ça va dépendre du patient. Vous savez, et là, bon, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai mis dans l'autre cas, c'est vraiment quand on explique ou quand on fait de l'éducation thérapeutique, ça doit être personnalisé. D'accord? On a devant nous un patient, on sait ce qu'il va accepter comme information et ce qu'il ne va pas accepter. Exactement. D'accord? Généralement, les maladies chroniques, les gens qui ont les maladies chroniques, ils viennent toujours à la même pharmacie. Oui. Ils sont très fidèles. C'est très bien. Oui, c'est très fidèle. Surtout si le pharmacien prend le temps de leur expliquer. Bien sûr. D'accord, donc voilà, donc ici, expliquer les effets indésirables déjà dès le départ, questionner le patient sur la présence des effets. Donc si, à la limite, vous ne voulez pas clairement lui dire au début, quand il revient, on peut lui dire, est-ce que vous avez des signes là, etc. Donc là, on va s'adapter vraiment patient par patient. Ça, c'est pour prévenir. Après, quand l'erreur est là, il faut au niveau de la pharmacie l'intercepter ou l'identifier.
D'accord? Donc ici, bien sûr, c'est l'entretien avec le patient. Et ça concerne toutes les erreurs de prescription. D'accord? Vous voyez que parfois, vous avez une ordonnance, vous avez besoin au moins d'avoir l'indication, les autres pathologies, les autres médicaments pour pouvoir détecter quelque chose. D'accord? En attendant d'avoir le dossier médical, bien sûr, pharmaceutique. L'analyse d'ordonnance, l'activité importante que vous exercez. Et puis, dans ce cas-là précis, il faut, pour le pharmacien, c'est bien de connaître les différentes cascades. D'accord? Faire une liste, savoir. Comme ça, vous êtes déjà alerté. Quand vous avez le médicament qui est impliqué, vous êtes alerté sur les possibles effets indésirables qui peuvent arriver. Et puis, tout nouveau symptôme. Et ça, c'est... Enfin, on le dit pour les pharmaciens, mais aussi pour les médecins. Tout nouveau symptôme qui va suivre une introduction d'un médicament ou l'augmentation de la posologie, la modification de la posologie, il faut garder en tête que ça peut être iatrogène. D'accord? Donc là, surtout quand on a des patients ou des sujets qui sont à risque, notamment les personnes âgées ou les personnes polymédiquées. D'accord? Donc vraiment ici, quand on a un nouveau symptôme, c'est vrai que ça peut être une pathologie, mais ça peut être aussi iatrogène dans certains cas. Donc toujours garder ça en tête. Voilà, donc on a prévenu, on a identifié l'erreur. Maintenant, quand on a cette erreur-là, comment la gérer? Bien sûr, c'est là où il faut faire une intervention pharmaceutique, un avis pharmaceutique qui doit être discuté avec le médecin. D'accord? Argumenter surtout. Discuter, quand je dis discuter, bien sûr, c'est avec des arguments. C'est pourquoi, c'est ici, par exemple, dans notre cas là, ici précisément, le furosémide, on ne doit pas le donner parce qu'il n'est pas indiqué, il n'est pas actif. Et surtout que c'est un sujet âgé, ça peut induire une déshydratation chez le patient. D'accord? Donc, ça peut même être fatal pour le patient. Donc, c'est toujours le cas quand on discute avec le médecin, c'est avec des arguments. Ça aussi, je dis toujours, donc des arguments et aussi une alternative. Oui. D'accord? Quand on présente des arguments et des alternatives, on peut, ça passe et c'est plus simple. Oui? J'ai une question. Puisqu'il lui a prescrit du Lasix isolé et que c'est un sujet âgé, est-ce que c'est pas déjà d'emblée une erreur aussi qui n'est pas par exemple un inhibiteur pour empêcher l'hypokaliémie ou quelque chose comme ça? On ne discute pas de ce genre de choses aussi? Oui, on peut discuter ça, mais là, déjà, le furosémide n'est pas indiqué. Donc, on n'a pas besoin, on n'a pas de risque d'hypokaliémie parce qu'on doit enlever le furosémide, carrément. D'accord? Oui. Parce que, par exemple, déjà le fait que ce soit prescrit tout seul, on considère ça comme... C'est vrai, elle a raison. Généralement, Ça il est toujours... oui. Après, on va dire, la gravité est différente. Mais effectivement, si on a juste le furosémide, tous les patients ne vont pas faire une hypokaliémie. D'accord? Surtout si c'est un sujet âgé, qu'il a un DFG ou une fonction rénale limite. Là, on a aussi le risque d'hypercalémie. Donc, peut-être qu'on ne va pas avoir directement cet effet-là. D'accord? Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais effectivement, ça peut être une erreur ou une omission. D'accord? Donc là, comme je vous ai dit, dans ce cas-là, on refuse, on ne donne pas le furosémide, d'accord? Et on discute avec le médecin, avec des arguments pour modifier. Alors l'alternative dans ce cas-là précis, c'est soit on diminue la posologie, d'accord? Mais là, non, bien sûr, quand je dis on diminue, c'est l'alternative que vous allez proposer au médecin, d'accord? Soit on revient, mais s'il a augmenté, c'est que déjà c'était pas actif, soit on peut changer de molécules carrément. D'accord? Est-ce que la prise le soir ou conseiller des collants de contention, est-ce que ça peut être aussi une alternative? Non, ici le patient, il a une HTA. Elle doit être traitée. C'est un sujet âgé. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, ça dépend du grade, d'accord? Pour un sujet âgé, les inhibiteurs calciques, c'est le plus indiqué, d'accord? Et on peut faire une monothérapie, alors que pour les autres patients, c'est plutôt la bithérapie, d'accord? Donc là, on va plutôt parler avec le médecin pour modifier la famille ou diminuer. Ça va être vraiment selon sa tension artérielle pour ne pas encore surtraiter le patient. Et le médecin a changé, je lui ai envoyé un mot en lui expliquant et il a changé la famille en sartan. Et le malade, en 5 jours, il avait perdu ses œdèmes. Oui, voilà, par l'amlodipine. Oui, c'est un effet qui est très fréquent. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour le premier cas. On a vu tout ça, je pense qu'on passe au deuxième cas avec professeur Chaibi. Oui. Si tu veux. Je me suis oubliée. Oui, oui. Merci beaucoup. En fait, j'insiste juste sur quelque chose qu'elle a dit, Amel. La dispensation, toujours vérifier l'objectif thérapeutique. Si ce n'est pas clair, voilà.
on s'arrête, on réfléchit. Parce qu'on ne peut pas dispenser d'une manière automatique. D'accord. Donc voilà. Et aussi, alors en préparant cette présentation, j'ai trouvé, en France, par exemple, quand il y a eu une erreur médicamenteuse qui était causée par le médecin, qui n'a pas été interceptée par le pharmacien, quand ils sont arrivés devant les tribunaux, et ben finalement les moitié. Même ici, parce que la responsabilité est partagée. Bien sûr. Donc voilà, parce qu'en fait, justement, c'est que parfois, il y a certains pharmaciens qui n'osent pas discuter avec le médecin, qui n'osent pas appeler pour proposer une alternative ou discuter l'ordonnance, parce qu'ils vont dire non, il ne va pas accepter. Mais sachez que nous avons notre responsabilité dans l'acte de dispenser, parce qu'on doit analyser l'ordonnance. Voilà. Oui, exactement, mais voilà, un petit rappel, ça fait du bien. Alors, deuxième cas, donc c'est une patiente qui se présente à la pharmacie avec l'ordonnance suivante. Géluprane 500 mg, un comprimé 3 fois par jour, que vous connaissez bien. Et 3 jours après, elle revient à l'officine avec des maux de ventre, des malaises, elle ne se sent pas bien. Et on s'est rendu compte finalement, en fait, que nous avons dispensé du glycophage 500 mg au lieu de Géluprane. D'accord? C'est une vraie erreur qui est récente. Oui. D'accord. Parce que bon. Alors c'est le médecin qui a mal écrit. Non, elle était pas mal. C'est le médecin qui Bon, a mal écrit. après, en fait, justement, on verra que dans l'erreur, Pas le pharmacien qui a dispensé. dans l'erreur, Aïcha, il ne faut pas chercher de coupable. Ça, c'est très important aussi. Il faut cultiver la culture de no blame. On ne va pas dire, attends, qui a fait l'erreur? Bon, on va le sanctionner. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on veut développer, d'accord, parce que l'erreur à la base est humaine. Donc, il faut juste rajouter des barrières pour éviter l'erreur. Donc, effectivement, donc là, Géluprane, c'est du paracétamol, d'accord, et on a dispensé du glycophage. Enfin, c'est de la metformine. Ben voilà, chez une personne qu'on n'en a pas besoin, et bon, avec tous les effets secondaires de la metformine, tout ça, donc voilà, donc tout ça pour introduire autre chose. Alors, un troisième cas. Dans ce cas-là, dans ce cas de Géluprane metformine, est-ce que si on se rend compte de l'erreur, est-ce qu'on prévient le médecin ou est-ce qu'on dit à la dame vous arrêtez tout ça? Alors, parce que le médecin, il a prescrit Géluprane. Oui, je sais. Enfin, je le passe. Ouais. Et donc la personne a pris metformine. Voilà, elle est partie chez elle. Bon, on appelle la patiente. Oui, le premier, c'est le patient. On arrête. Elle est revenue à l'officine. Donc là, quand on se rend compte de l'erreur, on prévient quand même le médecin pour lui dire que la pharmacie a fait l'erreur ou est-ce qu'on lui dit juste arrêter, on donne Géluprane? Alors, normalement, voilà, la démarche, la première démarche, c'est arrêter l'erreur, ne pas la reproduire. Alors, si vous voulez appeler le médecin, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, voilà, c'est d'arrêter et de... Ouais. Je veux dire, en fait, ça, c'est juste une information. Alors, un autre cas aussi vrai, en fait, qui est arrivé en officine, un cas de comptoir, une patiente enceinte qui se présente avec l'ordonnance suivante, Alzol, un comprimé par jour, et on a dispensé de Azol 400 mg. D'accord? Donc, Azol, ça peut arriver. Oui. Donc tout ça, bon voilà, ça introduit justement un type d'erreur qui est fréquent, qu'on va voir. Mais, donc dans ce cas de figure, c'est que la patiente, elle voulait juste de l'oméprazole, 20 mg, et on lui a donné l'albendazole 400 mg, qui est contre-indiqué chez les femmes enceintes. Et c'est une erreur. C'est pour ça que je vous dis, l'erreur peut être fatale. Si on ne fait pas attention, ça se ressemble, d'accord? Mais elle peut être fatale chez le patient. Alors, le cas numéro 4, c'est un patient de 60 ans qui se présente aussi avec du Cardix, 6,25 mg, un demi-comprimé par jour, d'accord? Et on lui donne du Cardix 25 mg. D'accord? Alors, justement, en fait, tout ça pour vous dire que vous connaissez ce type d'erreurs. Elles sont très nombreuses. Des boîtes qui se ressemblent. Parce que si elles sont plus les unes à côté des autres, 6,25, à un moment où il y a beaucoup de monde à la pharmacie, on peut prendre.
D'accord? Pendant la garde. Ouais. Faut intercaler. Surtout pendant la garde. Mais cette erreur-là, elle est surtout chez un patient de 60 ans qui a des comorbidités, elle peut être fatale. C'est des bêta-bloquants à 25 mg. Alors qu'on sait très bien qu'on va initier les bêta-bloquants, on va dire justement à 3 et quelques pour avoir la dose la minimale et on augmente petit à petit. D'accord? Passer tout de suite à 25 mg, c'est vraiment grave. Et donc là, c'est ce qu'on appelle look like et sound like. D'accord? C'est un terme anglo-saxon. On va dire c'est des médicaments qui sonnent, qui ont la même phonétique, ou les médicaments qui se ressemblent. D'accord? Ils sont très fréquents. Ils ont engendré beaucoup d'erreurs. Donc, il y a des démarches maintenant au niveau international pour attention pour les look like et sound like. On a c'est lequel celui-là? Cotareg, voilà, parce que en fait là et 160-25, d'accord? Exactement. Calcinib, pareil, en fait, c'est pas le même dosage, c'est 5 mg, 10 mg. On a aussi le Voltaren, entre la forme LP, la forme 50 mg. Donc tout ça, et les sound like, ils sont nombreux. Ça, c'est vraiment quelques exemples de Présar et d'Iprésar, d'accord? Le premier, c'est une molécule. Le deuxième, c'est l'association de 2 molécules. On a le Plavix et Azix. Ça aussi, c'est pas du tout... Mais ça arrive. Et donner du Plavix à la place de l'Azix... je vous dis ça parce que vous savez très bien que les gens qui sont avec nous dans l'officine, ce n'est pas tous des préparateurs en pharmacie. D'accord? Ils ne sont pas tous formés sur la pharmacologie ou la pharmacothérapie. D'accord? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas entre Plavix et Azix, elle ne connaît pas. Donc, elle va donner de l'Azix à la place du Plavix. D'accord? Donc, bon, c'est aussi... Donc, du coup, c'est des choses qui arrivent quand il y a une similitude dans le nom, dans le conditionnement ou dans la charte graphique. D'accord? Donc, vigilance, vigilance au moment de la dispensation. Il faut savoir que dans les erreurs, alors elle a expliqué, professeur Malani tout à l'heure, dans le circuit du médicament, la majorité des erreurs arrivent au niveau de la prescription et l'administration. D'accord? On va dire 50, 40, peut-être 20% pour la dispensation. Mais sur les erreurs liées aux pharmaciens, à la dispensation, 74% de ces erreurs, elles sont liées à ces erreurs de sound like, look like. D'accord? Oui? Pour le cas du bêta-bloquant, comment est-ce qu'après on va rectifier ce genre d'erreur? Parce que même après, pour arrêter le bêta-bloquant, ça va être aussi en dose décroissante pour ne pas justement entraîner de... Comment? Alors justement, c'est... Oui, on va en parler, justement, sur les solutions et comment... Alors, c'est des pistes. Encore, bon. Alors, comment? Dans l'erreur médicamenteuse, on a ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, c'est une science, c'est la recherche de la cause profonde. D'accord? C'est-à-dire pourquoi du médicament on est arrivé à l'erreur. Il faut mettre, en fait, l'erreur, elle peut lier à plein de facteurs, à plusieurs facteurs, notamment les ordonnances qui sont manuscrites. D'accord? C'est une source d'erreur. La charge de travail, en fait, c'est une source d'erreur. Le manque de formation de l'équipe pharmaceutique est une source d'erreur. Les noms, les sound like, look like, c'est une source d'erreur. Le stockage, quand on met tous les médicaments, la même couleur, la même charte graphique les unes à côté des autres parce qu'on classe par ordre alphabétique, c'est une source d'erreur. Les moments de garde, Aïcha l'a dit tout à l'heure, l'interruption de tâches. Je ne sais pas, moi je suis en train de dispenser un médicament, une ordonnance pour un patient qui est polymédiqué, qui est complexe, qui nécessite une concentration. Le téléphone qui sonne, l'autre patient il est pressé, d'accord? Donc tout ça perturbe en fait la personne, le pharmacien ou l'aide-pharmacien qui est en train de dispenser, surtout pour des ordonnances que voilà, ça prend du temps, ça prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes, il faut se concentrer, peut-être qu'il faut vérifier, il faut faire le lien. Et donc l'interruption de la tâche, en fait, tous ces éléments-là, en fait, favorise, d'accord, la provocation, on va dire, de l'erreur. Comment on peut gérer ces erreurs-là au niveau de la pharmacie? Et idéalement, on va préférer les ordonnances informatisées. On va réduire, je sais qu'il y a plein de groupes WhatsApp avec les ordonnances manuscrites, déchiffrage, décodage, qu'est-ce que tu comprends? Et toi, qu'est-ce que tu comprends? Moi, je ne sais pas.
Ben, en fait, c'est une discussion philosophique, plus ou moins. Une perte de temps. Une perte de temps. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, idéalement, c'est passer, en fait, à la prescription informatisée. Le stockage, eh ben, c'est look like, sound like. On préconise, c'est des pistes de réflexion, d'essayer de les séparer, qu'ils ne soient pas stockés, en fait, les uns à côté des autres, de mettre des étiquettes, peut-être, attention, des logos. OK? Donc ça, c'est des pistes qu'ils ont fait aux États-Unis ou au Canada pour dire comment séparer justement les bêta-bloquants qui se ressemblent, les dosages qui sont... le double contrôle, pour nous pharmaciens, en fait, c'est que si un préparateur ou un aide pharmacien ne dispense pas, surtout les populations à risque, les médicaments à risque, en fait, sans validation pharmaceutique. Au moins, ça permet juste rapidement, en fait, le double contrôle pour freiner ces erreurs. La liste des médicaments qui se ressemblent, ou les médicaments, les MHR, les médicaments à haut risque, chaque pharmacien, en fait, quand il voit qu'il y a des erreurs qui arrivent sur ce médicament, eh ben, on fait une liste qu'on agrafe à côté en disant attention, peut-être le fait de la regarder tous les jours ou de faire un point tous les jours, on finit par se dire, quand on la voit sur l'ordonnance, ah, un médicament, je double de vigilance. D'accord? Appelez ne pas hésiter à appeler le médecin, même s'ils n'aiment pas, même si parfois nous on est bloqués, on se dit ah non mais il va me remballer, il va me dire nana. Dans un hôpital. Voilà, il faut en fait, oui dans un hôpital c'est plus compliqué. Il faut appeler et puis gérer le patient effectivement quand il y a l'erreur. Ne pas la culture de no blame, ne pas blâmer, parce que si on veut, l'erreur est humaine, si on veut avancer, il ne faut pas accuser. Exact. D'accord? Il faut analyser l'erreur et de dire quelles sont les pistes, voir comment on peut améliorer nos pratiques. D'accord? Et puis, oui, ben si l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est quand il y a une erreur qui arrive, ou alors qui arrive chez le voisin, ben je prends le temps de se dire dans ma pharmacie, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Comment je peux gérer pour diminuer? Parce que l'erreur, elle est là. Elle est en officine, elle est chez le médecin qui prescrit, elle est chez nous à l'hôpital, elle est fréquente. D'accord? Donc voilà, chercher les facteurs contributifs et aussi former. Ça, c'est très important. Alors, le dernier cas, je repasse à ma collègue. C'est bon? Alors, je vous retrouve pour un dernier cas. C'est une patiente de 34 ans qui donc arrive à la pharmacie pour prendre son traitement habituel. D'accord? Donc ici, elle est sous sérétide, salmétérol, fluticasone et ventoline. Donc sérétide, 2 bouffées 2 fois par jour, ventoline, 1 à 2 bouffées à la demande, donc en cas de crise. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose? Oui, la dose. Normalement, c'est à 250. Non, on peut donner du 125 2 fois, 2 bouffées 2 fois par jour. C'est 250 2 fois par jour. D'accord? Donc après, bon, ça dépend des paliers. On va augmenter la dose du corticoïde inhalé. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a rien. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien. Cette patiente, elle vous dit, donc vous discutez avec elle vous dit qu'elle fait vraiment des hospitalisations à répétition. Elle est très souvent, elle part en crise dans le centre de santé qui est à côté de chez elle parce qu'elle n'arrive pas à contrôler son asthme. D'accord? Elle a beaucoup de crises, plusieurs crises par semaine. Donc, est-ce que ça vous alerte? Vous pensez à quoi? Comment elle l'utilise? Généralement, c'est la première chose à laquelle on pense, parce que c'est un dispositif inhalé qui est particulier, qui a un certain nombre de règles. Donc, c'est pas toujours, pour les patients, c'est pas toujours simple à utiliser. Donc, effectivement, le pharmacien, c'est ce qu'il lui demande et il voit que son utilisation, elle est correcte des dispositifs médicaux. D'accord? Donc, bien sûr qu'il ne va pas lui demander juste oralement, elle doit faire devant lui, effectivement, c'était correctement utilisé. D'accord? Oui, elle peut avoir d'autres comorbidités, ce n'est pas le cas ici, elle n'a pas. Mais c'est une bonne question à poser, effectivement. On peut poser une question par rapport à l'environnement, s'il n'y a pas des risques, des allergènes qui peuvent causer ces... Est-ce qu'elle
utilise Ou, mal. ou justement, c'est la première chose à laquelle on passe, mais elle est correcte. L'utilisation, elle est correcte. Ah, Oui, il y a une, je ne sais pas si... normalement, il y a un usage qui est très, très. Il faut bien expliquer aux patients. Exactement. Avec les appareils et tout. D'abord leur expliquer C'est la également. coordination main-bouche, Ouais, d'accord? voilà. Et puis se laver la Effectivement. bouche après, donc tout De ça, rinçage de la bouche. Donc, vous connaissez tous ces... Effectivement, c'est des choses, c'est des messages à donner qui sont très, très importants. Est-ce qu'elle ne prend pas d'autres traitements? C'est une question à poser. Elle n'a pas d'autres traitements. Alors, ce que le pharmacien a remarqué par la suite, c'est qu'elle confond le traitement de fond et le traitement de crise. C'est souvent ça, exactement. Donc, on connaît beaucoup de gens qui font ça. Donc, ils vont utiliser, soit moi j'en connais qui ne vont pas utiliser traitement de fond complètement, juste la crise, parce que c'est là où ils sentent vraiment qu'ils se soulagent rapidement. Alors que le traitement de fond, c'est plutôt pour traiter la pathologie sur long terme, traiter la composante anti-inflammatoire, alors qu'avec de la ventoline, du salbutamol, on ne va pas traiter cette composante anti-inflammatoire qui est très importante dans l'asthme. D'accord? Donc finalement, c'était ça. Donc la patiente confondait entre le traitement de fond et le traitement de la crise. C'est pour ça qu'il y avait ce risque-là. D'accord? Donc pour gérer ce cas-là particulier, d'abord, on peut le prévenir au niveau de l'officine. Là, le mot-clé, c'est l'éducation thérapeutique, bien sûr. Donc, éduquer le patient dès le départ, dès la première prescription, éduquer le patient et rééduquer le patient plusieurs fois. Et quand je parle par exemple, l'utilisation des dispositifs médicaux, bien sûr, il ne faut pas juste expliquer, mais demander au patient de faire devant nous pour voir s'il a vraiment intégré et compris la chose. D'accord? Et n'hésitez pas à redemander à chaque fois qu'il vient vous voir. D'accord? Donc, prendre le temps, bien sûr, et j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment une information qui est personnalisée, selon le cas du patient. Il y a certains patients qui ne vont pas comprendre rapidement. Il faut aussi s'adapter à leur activité quotidienne. D'accord? Donc ça, pour prévenir, on doit déjà éduquer le patient. Et l'éducation, elle doit se faire au niveau par le médecin et par le pharmacien. D'accord? Et par l'infirmier aussi en hospitalier. Donc, tous ces acteurs-là doivent intervenir dans cette éducation thérapeutique. Alors ensuite, quand on a l'erreur, il faut savoir l'identifier. D'accord? En officine, bien sûr. Donc, en officine, la première alerte, et c'est ce qui vous a alerté dans ce cas-là, c'est que vous avez vu que l'asthme était non contrôlé. C'était ça l'alarme qui a poussé le pharmacien à poser plus de questions. D'accord? Donc, quand vous avez une ALD, donc affection de longue durée qui est mal contrôlée, il faut demander l'observance. D'accord? Poser des questions. Parfois, le patient ne prend pas son traitement. Et parfois, souvent, le patient, il a plus de facilité à parler à son pharmacien d'officine, à lui dire que je ne prends pas, d'accord, que je ne prends pas le traitement, qu'il l'achète ou pas, d'accord. Et donc là, ça nous permet aussi de voir, parce qu'en fait, la difficulté dans les ALD, très souvent, c'est que le traitement, c'est par palier, que ce soit dans l'asthme ou dans l'HTA. C'est que si le traitement n'est pas efficace, le médecin va prescrire un palier qui est plus élevé. D'accord? Dans l'asthme, par exemple, on va augmenter la dose des corticoïdes inhalés. Donc, si le patient, il vient et qu'il n'est pas contrôlé et qu'on ne voit pas, qu'on n'évalue pas l'observance du patient, parfois, la prescription, on va augmenter le palier. D'accord? On va juste augmenter la dose indéfiniment, alors qu'il y avait juste un problème d'observance au début. D'accord? Et l'observance, c'est est-ce qu'il prend ou pas et comment il prend ce traitement-là. D'accord? Bien sûr, entretien avec le patient, c'est ce que vous avez fait. Donc, parler avec le patient, prendre le temps de lui demander comment il fait. Et quand on a cette erreur-là, qu'on l'a identifiée, on doit rééduquer. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment le mot-clé. Donc, rééduquer le patient par rapport à cette erreur-là en particulier. Et puis, c'est aussi intéressant dans ce cas de contacter le médecin, comme je vous ai dit, pour éviter cette surprescription par la suite et pour que lui aussi soit alerte par rapport à ce patient-là, à sa façon de gérer ses traitements. D'accord? Donc toujours, vous voyez ça, vous le voyez à chaque fois, c'est qu'il faut toujours parler au médecin quand c'est possible et ça permet de créer des liens parce qu'au final, on a le même but, donc c'est que le patient en particulier gère sa pathologie. Voilà, donc c'était le dernier cas et cette fois, c'était une erreur d'administration. Donc vous avez vu qu'on a vu des cas par rapport à toutes les étapes du circuit de soins. Très bien. Maintenant, on a une petite question à la fin.
parce qu'il faut aussi déclarer tout ça et je laisserai professeur Chaibi en parler. Voilà. Est-ce que c'est clair déjà Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va Merci. le faire après, il vaut mieux que tu termines. D'accord. On a fini. On a fini. C'est juste insister. En fait, l'erreur, c'est très important de la déclarer au centre de pharmacovigilance. D'accord. Pourquoi? Parce que le centre de pharmacovigilance, il a ce rôle de récupérer toutes les déclarations d'effets indésirables et d'erreurs médicamenteuses, parce que lui centralise, d'accord, analyse, identifie les causes de l'erreur, et ça lui permet en fait justement de secouer même le ministère de la Santé en disant il y a une erreur par exemple que tous les officinaux, tous les médecins font au niveau du Maroc, ça serait bien qu'on sorte un courrier officiel pour attirer l'attention et tout ça, d'accord? Donc du coup, en fait, c'est important parce qu'ils vont identifier l'erreur, ils vont mettre en place des mesures correctives et préventives pour éviter ce type d'erreur, d'accord? Et ils vont diffuser l'information et justement partager l'expérience avec les autres, d'accord? Donc c'est très important de déclarer. Donc, au final, ce qu'on peut retenir en fait de cet atelier, que l'erreur médicamenteuse, elle est évitable, d'accord? Non intentionnelle. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Quand on a le patient qui arrive en officine avec son ordonnance, en fait, se poser les bonnes questions. D'abord, mon patient, comment il est? Quelle population? L'entretien pharmaceutique qui est très important, qui nous permet de recueillir un max d'informations par rapport au traitement en automédication, par rapport à la notion d'allergie, par rapport au traitement des pathologies chroniques, par rapport à son mode de vie. D'accord? Donc tout ça, c'est important, qui va nous faciliter l'analyse de l'ordonnance, identifier les situations à risque qu'on a vu tout à l'heure, avec les médicaments à haut risque, les situations à risque et la population à risque, et enfin, essayer de détecter, identifier, analyser pour apporter des mesures préventives et correctives par rapport à l'erreur que nous avons constatée à l'officine. Et je vous remercie. Merci beaucoup à mes chers amis, professeur Aïcha Chaibi, professeur Amal Alaoui. Donc, si vous avez des questions, ça serait vraiment le moment de les poser. Moi, j'ai co-encadré une thèse de doctorat pour faire le suivi de 600 ordonnances à Rabat, pour voir justement quelles sont les erreurs médicamenteuses. Et là, justement, j'ai fait une présentation et j'aimerais bien, d'ailleurs, on l'a déjà faite une fois pour un congrès de médecins, et j'aimerais bien la faire pour plusieurs spécialités, plusieurs associations plusieurs sociétés médicales, pour montrer que les erreurs vraiment médicamenteuses proviennent à 80% par le déchiffrage d'ordonnances et surtout au niveau des ordonnances qui viennent de l'hôpital. Il y en a, maintenant, on a augmenté un petit peu le nombre d'ordonnances qui sont prescrites par l'ordinateur et tout, mais du côté privé. Mais le côté public, on est déjà vraiment, et c'est là où ça crée énormément de problèmes, d'erreurs médicamenteuses. On lit à la place d'un médicament, on lit un autre, et surtout avec l'augmentation des prescriptions des compléments alimentaires, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas les noms. Mais avant, on avait quand même des médicaments de l'allopathie qu'on connaissait bien, donc on fait une analyse, on se dit c'est un gastro, donc peut-être que ce médicament est les dons. Mais maintenant, avec les compléments alimentaires, on est perdu. Donc, il faudrait absolument insister auprès des autorités locales pour qu'on puisse exiger. Voilà. Ça va venir parce que c'est... 641, que je n'ai pas encore lu, dans le groupe ordonnance à des chiffres. Ah oui. Toujours, exactement. Il y a une informatisation qui va arriver parce que la réforme de santé, en fait, apporte ces solutions-là. Ils sont en train de travailler sur ça, donc je pense pour le Voilà, exactement. Le respect de la prescription d'ordonnance, il n'est pas fait, justement. Des fois, tu ne trouves pas le nom du patient, tu ne trouves pas le poids, tu ne trouves pas l'âge. Donc, c'est à nous de résoudre ces problèmes. Première des choses, hein? Sur un papier, il n'y a même pas. Alors que normalement, la loi, elle exige certains éléments qui ne sont pas respectés. Et on l'a trouvé justement dans l'enquête qu'on a faite, qu'on a trouvé que vraiment 70% des prescriptions de ces 600 ordonnances
où on ne respecte pas justement les règles de la prescription. Et en De la plus, loi. le pharmacien, il ne peut pas faire d'analyse d'ordonnance s'il n'a pas Ah ben non. un certain nombre Mais on passe un temps fou. d'informations. On passe un temps fou avec le stress pour déchiffrer l'ordonnance. Ça, c'est parmi vraiment le numéro 1, les erreurs médicamenteuses. Vous avez des questions? Aïcha, je voudrais dire, bon, pour ouvrir ce problème, Oui. c'est le rôle des instances. Et à ma connaissance, Même nous. Moi, j'interviens en tant que SMVAO. Non, c'est juste une information pour vous dire que bon, malheureusement, c'est que aussi, on a une part de responsabilité parce que nos instances ne font pas leur travail. Tout à fait. Ok, très bien. Mais il y a aussi nous. Il faut élire les bonnes instances. Écoutez, Réunissons les bons éléments pour une bonne instance. C'est une faute professionnelle. Le point. Donc, on n'a aucun élément et on travaille pratiquement le fond. Exactement. Tu as parfaitement raison. Mais faisons quelque chose. Il faut que la base aussi réagisse. C'est ça le problème. Vous avez d'autres questions? Allez-y. Il y a eu un contact avec le médecin de l'hôpital. Eh bien justement, c'est ce qu'il vient de proposer. Il faut que ce soit les instances. Moi, j'interviens juste en tant que vraiment l'association, la SMVAO, Société marocaine pour valoriser l'acte officinal, quand il y a une possibilité d'aller faire une présentation, d'aller se plaindre, mais c'est pas suffisant. Quand il y a une instance professionnelle, elle va vraiment faire passer le message. Exactement, le Conseil de l'ordre, c'est vraiment la place Diallo pour imposer justement aux autorités locales. Et c'est aussi une piste de travail. On disait tout à l'heure que le MCCP, il faisait ce lien entre l'hôpital et puis l'ambulatoire. C'est l'objectif. On peut faire ça par la suite parce qu'on est présent au niveau des services dans certains CHU. Au moins dans les grands CHU, on pourrait Voilà. faire quelque chose justement pour améliorer cette organisation. On a l'enquête, elle est là. Il y a 600 ordonnances qu'on a faites. Et donc, on peut déjà travailler avec ça. Il faut la publier. Voilà, on va la publier, on va l'amener au ministre de la Santé. Vous avez des questions? Ouais. Alors aussi maintenant, suite à la dernière présentation qui était sur l'ordonnance que tu viens de présenter, où il y avait l'erreur, il y a la confusion justement entre... Donc moi je propose qu'on fasse une prochaine formation dans le suivi thérapeutique justement des maladies chroniques et on commencera par l'asthme. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et bien voilà. Justement, juste avant de finir, j'ai projeté en fait en avant-première l'affiche de nos journées. C'est les premières journées nationales de pharmacie clinique. Elles auront lieu le 28, 29, 30 novembre à Rabat. C'est on va dire, le moment qu'on veut créer de discussion entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens officinales avec des thématiques qui nous concernent des deux côtés, d'accord? Donc voilà, le programme va sortir incessamment sous peu, mais bloquer déjà la date, c'est bien. Voilà. Merci à vous. Voilà, bravo. Mais bravo à toi. Merci. Bravo. Ouais. Merci Aïcha.